J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Marie Chabal, directrice du développement RH chez Doctolib. Bienvenue Marie. Merci Paulina, très heureuse d'être là aujourd'hui. Super. Marie, à l'origine, tu viens du monde du conseil, c'est bien ça, hein. Tu as été pendant plus de 10 ans d'ARH chez Boston Consulting Group en France, pour ensuite rejoindre Doctolib, une scale-up à grand succès que nous connaissons tous, surtout en ce temps de pandémie. Ce sont deux mondes complètement différents. Donc, quand tu arrives chez Doctolib, qu'est-ce qui te marque le plus? Écoute, ce qui me marque le plus en arrivant, c'est deux choses. Une première chose, c'est la rapidité avec laquelle finalement je me suis sentie utile et à l'aise et onboarded chez Docto. Je m'étais préparée à avoir une année, voilà, où j'allais me considérer comme étant en onboarding. Et finalement, en fait, je dirais qu'au bout de 2 mois, bah, je me sentais déjà à l'aise. Non pas que j'ai l'impression de tout savoir, et j'ai toujours pas cette impression aujourd'hui. Je pense qu'il faut jamais l'avoir. Mais voilà, j'avais l'impression de pouvoir apporter quelque chose, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça super. Et la deuxième chose qui m'a donné des ailes, et c'est encore le cas maintenant d'ailleurs, c'est de me rendre compte qu'en fait, par rapport au monde que je connaissais, soit quand j'étais consultante moi-même, quand j'ai vu des clients, soit du monde duquel je venais, qui est pourtant très agile et rapide, bah, finalement, il y a toujours quelque chose, quand on veut transformer, il y a toujours quelque chose à détruire d'abord ou à changer. Et quand on est dans une scale-up et probablement encore plus une start-up, bah, ce qui est formidable, c'est qu'il y a que à créer, il y a que des pierres et des édifices à monter et aucune pierre à enlever. Et donc ça, je trouve ça super. Alors bien sûr, on peut et on doit être plus rapide, hein, quand on fait ça, parce qu'on n'a pas tellement d'excuses de dire non, mais il y avait déjà des pierres avant, elles n'étaient pas mises comme je voulais. Bah non, enfin il y avait rien du tout. Donc on est obligé d'être rapide. Et en même temps, je le vis comme une grosse responsabilité aussi de me dire, bah voilà, à moi de choisir dans quel ordre je vais devoir mettre les pierres. Et Et il il faut faudrait que bien je le réfléchisse bien. poser. Parce qu'après, on va construire tout un mur. Donc Et il faut que voilà, ça tienne. Il faut que ça tienne. exactement. Donne une grande pression. C'est génial. Super. Donc, Marie, tu es à la tête du département People Development, donc développement RH. Alors, pour bien comprendre aussi l'ampleur de ta mission, alors j'aurais besoin peut-être de quelques chiffres. Donc, déjà, le nombre de collaborateurs chez Doctolib, c'est Alors aujourd'hui, là, on est le 4 mai, on est 1802, Paulina, très exactement. 1802, d'accord. Et j'ai vu, alors tu me dis si c'est correct, j'ai vu récemment que vous onboardez 100 nouveaux collaborateurs chaque mois, c'est ça? C'est ça. Ben là, tu vois, j'ai fait la session d'onboarding ce matin, il y avait 99 personnes. Donc oui, ça approche la centaine, c'est exactement ça. L'âge moyen? Écoute, l'âge moyen, je sais que 90%, quasiment 90% a moins de 35 ans. Donc, D'accord, c'est vraiment on reste une boîte très, très, très jeune. très jeune. Et nombre de personnes dans ton équipe, développement RH? Alors, dans mon équipe, là, j'accueille cette semaine la 25e personne. Dans l'équipe People, il faut savoir Doctolib est quand même une entreprise qui investit massivement sur ses Doctolibers. Au total, on est 125 dans l'équipe People aujourd'hui. Dans l'équipe RH, 125 Mm. personnes, dont 25 dans ton équipe développement. C'est ça. D'accord. Alors, donc du coup, parce que si je prends l'âge moyen, moins de 35 ans, donc entre 30 et 35, donc tu t'occupes d'une jeune génération. Et moi, j'adore cette génération parce que je trouve qu'elle marque en quelque sorte une nouvelle ère. Elle veut pas, comme c'était le cas des générations d'avant, gravir des échelons pendant 20, 30 ans. On connaît tous ces cas des personnes qui ont pratiquement vécu uniquement dans une seule entreprise. Et je pense pour eux, ce qui est plus important, c'est la possibilité d'apprendre et aussi d'avoir de l'impact pratiquement tout de suite, dès qu'ils commencent à travailler pour une entreprise. Et comment vous répondez à ces attentes qui sont quand même incroyables chez Doctolib? Écoute, déjà, je pense que c'est important pour que chacun puisse ressentir l'impact qu'il a concrètement. Je pense que c'est important de pouvoir rattacher ses objectifs personnels aux objectifs de Doctolib. D'ailleurs, j'ai envie de dire, ça se fait plutôt dans le sens inverse. En tout cas, moi, quand je fais ma propre proposition d'objectifs avec mon manager chaque trimestre ou que je prépare ça avec mes équipes, je pars toujours de où Doctolib veut aller, quelle est notre stratégie dans les 1 à 3 ans qui viennent, quels sont nos 10 key projects cette année et quels sont en fait les 5 ou 6 KPI au niveau de Doctolib
vraiment important et qu'on veut voir grossir et tout. Et donc finalement, moi je trouve qu'avoir de l'impact dès le départ, c'est aussi comprendre comment on a de l'impact sur Doctolib. Si je prends un exemple, par exemple, un des indicateurs très importants pour nous, c'est le NPS. Donc, est-ce que les gens qui utilisent Doctolib recommanderaient Doctolib à un ami? Donc ça, c'est vraiment notre KPI clé. C'est un de nos KPI clés. Ben, finalement, il faudrait que chacun, en faisant ses objectifs trimestriels, se dise, OK, comment moi je contribue à ça? Ou à un des autres KPI importants de Doctolib. Ça, je pense que ça donne à la fois un purpose et à la fois une façon de se dire, OK, j'ai vraiment de l'impact et je comprends comment. Bien sûr. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait tous chez Doctolib. Les objectifs de Doctolib sont transparents et communiqués régulièrement. Et chacun, tous les trimestres, définit avec son manager ses objectifs individuels, mais voilà, qui sont avec un impact clair sur Docto. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, comme je suis responsable du développement RH, je pense que un de mes slogans, c'est qu'il faut parler des compétences vraiment tous les matins et que ça devienne une routine. Et donc chez Doctolib, on a finalement un langage commun pour nommer toutes les compétences, avec d'abord un socle de compétences communs qui s'appelle les docto-compétences. Il y en a 12, plus quelques compétences qui sont relatives à l'expertise métier de la famille de métiers dont fait partie le Doctoliber. Et ça fait un set de compétences qui est discuté régulièrement avec le manager pour être en fait très clair sur OK, je sais qui je suis, je me connais. Deuxièmement, je sais sur quoi je vais progresser dans le trimestre qui vient en termes de compétences. Et aussi, c'est vrai, tu disais tout à l'heure, on n'a pas envie de se projeter à 20 ans. Pour autant, je pense que ne pas pouvoir se projeter à long terme, c'est frustrant aussi. C'est donc vrai. Finalement, se dire, OK, j'ai un terrain de jeu qui est super large. Les compétences de Doctolib, elles sont faciles à connaître. Et du coup, je vois comment je vais grandir dans l'année qui vient, dans les 3 ans qui viennent. Mais si j'ai aussi envie de développer d'autres compétences à l'extérieur de mon département, dans d'autres parties de Doctolib, et que je sais lesquelles, c'est possible, c'est clair, et je sais où, entre guillemets, comment je peux faire. Voilà. Les 12 compétences dont tu parles, donc les docto-compétences, c'est quoi? Alors, écoute, peut-être que tu peux postuler chez Doctolib pour que on en discute plus concrètement. Mais en fait, j'aurais peut-être dû commencer par expliquer qu'on a un playbook que tu peux trouver sur notre site internet et qui est un peu l'alpha de vraiment la base qui explique qui sont les Doctolibers en fait. Donc normalement, une fois que tu as lu le playbook, tu peux entreprendre toi-même. Soit en créant ta startup, soit en étant hyper successful comme intrapreneur dans une organisation plus grosse. Et l'idée, c'est que puisqu'on l'a fait, on puisse mettre à disposition de toute personne qui a aussi envie d'être successful comme entrepreneur, de lire ce playbook. Voilà. Donc ce playbook, il a 6 piliers qui sont très clairs. Servir les clients, être caring, être orienté action, savoir apprendre, have fun et être structuré. Ça, c'est vraiment les piliers. Et ensuite, les 12 docto-compétences, elles représentent soit un des piliers directement, déclinés en compétences, soit pour un pilier, il y a jusqu'à 4 compétences. D'accord, oui, donc il y en a énormément, donc le choix est énorme. Donc on peut en fait s'en servir comme un éventail. En fait, on a tout un choix et on pique un peu dans les paniers, dans ce qui nous intéresse. C'est bien ça? Oui, c'est vrai qu'on pique en termes de. On va pas forcément avoir besoin d'être expert dans les mêmes compétences en fonction du métier, c'est sûr. Après, on attend de chaque Doctolib, et on est là pour les aider, on attend de chaque Doctolib qu'il soit au moins niveau basic dans chacune des docto-compétences. D'accord. Alors, juste par souci de simplification, donc pour toi, si tu devais choisir 3 compétences clés d'un Doctolib, c'est quoi? Pas facile de choisir parce que à plusieurs reprises, on s'est dit: «Ah là là, 12 quand même, et si on pouvait en choisir?» Bon, alors là, la réponse que je vais te donner, elle est très personnelle, parce que Oui, c'est ta c'est mon choix perception. propre. Oui. Pour moi, le premier, c'est user first, c'est-à-dire comment on sert nos clients. Pour moi, c'est vraiment la plus importante, en tout cas au sens où c'est par là que ça commence, écouter son client, comprendre ses besoins et faire quelque chose qui est bien pour lui ou pour elle. Donc user first, ce serait vraiment la première qui me vient à l'esprit. La deuxième, je suis peut-être un peu biaisée, mais je pense que beaucoup répondraient comme moi, c'est être capable d'apprendre. Donc learning. Parce qu'en fait, dans une entreprise qui double de taille chaque année,
et qui se transforme en permanence, être un learner, c'est clé. On est obligé, bien sûr. Et je rencontre autour de moi plein de gens qui déjà sont super forts là-dedans et qui en plus adorent. C'est un levier de motivation pour eux, donc c'est génial comme playground pour moi. Si je devais en choisir une troisième, même si c'est dur de choisir, ce serait au sein de la structure, qui est l'un de nos piliers, plus particulièrement celle qui est personal efficiency. Donc vraiment, comment on est irréprochable à son propre niveau au moins sur l'organisation personnelle du travail. Et on a des techniques pour ça. C'est vrai que nous, ce qu'on apporte aux professionnels de santé aujourd'hui, c'est de pouvoir gagner du temps parce que leur agenda est super facile à gérer pour eux. Et ben finalement, c'est aussi quelque chose qu'on s'applique à nous-mêmes. Gérer son agenda, gérer son temps. Je côtoie toujours des personnes qui sont très très fortes là-dedans et un de mes rôles, c'est de faire en sorte que ceux qui arrivent chez Doctolib le soient aussi et qu'on ait tous des techniques communes pour être efficients collectivement. Super, donc user first, apprendre et personal efficiency, donc l'efficacité à chaque niveau en fait, hein, dès le départ. Oui. Alors j'allais rebondir sur apprendre parce que tu dis qu'il y a pas mal de gens qui adorent apprendre en fait. Hein. Et je sais qu'il y a eu des études qui ont été faites sur les sujets et en fait on a constaté que les gens qui aiment apprendre, en fait ils adorent apprendre parce que ça crée de l'adrénaline. Donc je pense que c'est tout à fait ça. Donc c'est peut-être la raison. En tout cas, c'est mon cas, c'est très intéressant parce que je déteste aller dans des super 8, tu sais, ça me fait super peur dans les parcs d'attraction, mais je crois que j'ai ma propre adrénaline quotidienne en fait déjà. Et je viens comprendre pourquoi, donc complètement d'accord. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et donc dis-moi, donc imaginons que donc un Doctolib qui arrive, qui fait le point avec son manager, donc il sait qu'il veut développer ou acquérir quelques compétences. Donc c'est quoi ensuite le mode opératoire? Qu'est-ce que vous faites? Donc ce sont des formations, ce sont de learning by doing, comment vous l'organisez? Écoute, déjà j'ai oublié de dire tout à l'heure que chaque Doctolib rencontre son manager au moins une fois par semaine, 1 heure, pour vraiment parler, pour vraiment avoir son manager comme une ressource et comme un coach. Oui. Donc pendant ces weekly, comme on les appelle, le but c'est pas que le manager dise alors t'en es où, montre-moi le programme, le planning, le machin. Tout ça on peut le faire en asynchrone en fait avec d'autres moyens de communication. Et donc le but c'est plus d'être une ressource, de se positionner en coach lors de ces entretiens-là, pour parler soit de l'atteinte des objectifs, s'il y a des questions, des problèmes à résoudre ensemble, si le Doctolib est bloqué par exemple ou qu'il a besoin de brainstormer sur un sujet. Mais ça peut être aussi, ou ça doit être en tout cas l'occasion de parler des compétences, même si, voilà, que ça devienne un peu une routine. Alors, comment faire pour développer une compétence? Un des rôles du manager, c'est de s'assurer tout bêtement que le Doctolib va vraiment avoir l'occasion dans le trimestre de muscler cette compétence-là. Par exemple, une de nos docto-compétences dont on n'a pas parlé, c'est savoir recruter. Ça m'a étonnée quand je suis arrivée, j'ai un peu challengé ça, mais en fait, je comprends maintenant, effectivement, dans un contexte comme ça, en forte croissance, que c'est pas le service recrutement qui recrute, c'est tous les Doctolib. Bien Donc, sûr. imaginons qu'un Doctolib veuille progresser là-dessus, il faut qu'il ait l'occasion de le faire. Oui. Si on lui laisse pas le temps, ça marchera pas. Voilà, et puis il faut que ce département soit en croissance, que ce soit lui qui soit en charge de ce sujet. Voilà, donc le premier rôle du manager, c'est de s'assurer qu'ensemble, ils définissent des compétences, pas 15, mais 1 ou 2 sur le trimestre, sur lequel le Doctolib aura vraiment l'occasion de progresser, pour de vrai. Donc là, ça permet de s'assurer qu'il y aura du learning by doing anyway, quel que soit le mode, la compétence choisie. Voilà, exactement. Ensuite, est-ce qu'on fait du training? Oui, bien évidemment. On a un catalogue de training qui est à disposition de tous les Doctolib très facilement et qui est relié à une ou plusieurs compétences à chaque fois. Donc, dès qu'on a identifié des compétences, c'est très facile d'avoir accès aux formations chez Docto, e-learning ou des sessions live. La plupart de nos formations aujourd'hui sont développées en interne. On a de temps en temps recours à des formations externes, mais elles sont toujours coproduites avec nous pour l'instant. Je dis pas que ce sera toujours le cas, mais ça nous permettait d'être sûr que on maîtrise le contenu. Oui, bien sûr. Et je pense qu'un des rôles de mon équipe et à chaque fois qu'on met quelque chose à disposition des Doctolib, je veux être sûr que c'est du top contenu et je veux être sûr que c'est aligné avec notre playbook.
Donc, il y a ce développement de formation en interne et tu m'as dit que c'est la grande majorité des C'est l'extrême, formations. oui. Enfin, il n'y a aucune formation aujourd'hui chez Doctolib qui est complètement outsourcée. Ouais. Sauf effectivement des cas de job compétences. Si jamais la responsable de la paye a besoin de mieux connaître son outil de paye, bon, évidemment. Vous n'allez pas les développer. Non. Donc, dans le cas de certaines job compétences, bien sûr, mais sur les formations sur les docto compétences, par exemple, aujourd'hui, je suis en totale maîtrise de ce qui est délivré, disons. Super. Je reviens un peu sur les soft skills. Oui. Comment ça marche chez Doctolib? Quel dispositif marche le mieux pour vous? Alors, c'est très intéressant cette question et grâce notamment à certains membres de mon équipe, je n'utilise plus cette expression de soft skills. C'est très dur pour moi d'arrêter, hein, mais finalement, je suis complètement convaincue que cette expression nous dessert parfois. Parce que pour certains, soft skills, c'est presque nice to have ou la Mmh. cerise sur le gâteau, alors que pour moi, ça devrait être le gâteau, en fait. Pour moi, c'est plus vraiment un tronc commun, un socle de compétences, si je parle des docto-compétences, en tout cas, hein. Et même sur certaines compétences qui sont reconnues comme étant des compétences métiers, je sais pas moi, par exemple, coder. On pourrait Oui. dire, ah oui, c'est pas du tout un soft skill. Mais en fait, pour bien coder, il faut probablement être agile, se poser les bonnes questions, s'assurer que le stack reste simple et donc, voilà. Donc, je pense pas qu'il y ait des compétences finalement qui soient complètement hard Technique. et d'autres soft. Voilà. Mmh. Pour cette raison-là, j'essaye de plus utiliser cette expression. Et Et qu'est-ce que donc, tu utilises à la place? les docto-compétences. Les docto Ou compétences. alors les compétences entrepreneuriales, comme je disais tout à l'heure. Parce que Oui. pour moi, quelqu'un qui rentre chez Doctolib aujourd'hui ou qui reste chez Doctolib, il est ou elle est super expert progressivement sur ses compétences entrepreneuriales, qui sont celles qui sont recherchées sur le marché. Aujourd'hui, tout change. Donc finalement, ce qui reste vrai, c'est ok, je sais être agile, je Je sais sais être m'adapter. user-centric, je sais Mmh. manager. Bien sûr, l'expertise métier, c'est important aussi. Mais ce qui va me permettre d'évoluer, de m'adapter en interne comme en externe demain, d'ailleurs, peut-être, qui sait, Mmh. c'est ce socle de compétences communes. Et comment vous les déployez? Enfin, c'est quoi les choses que vous avez testées et qui ont réussi? Parce qu'en fait, avec les soft skills, je l'utilise encore une fois, après j'arrête. Je trouve ce qui est intéressant parce que là-dedans, tu peux mettre aussi l'empathie, l'art de poser des bonnes questions et c'est extrêmement important aujourd'hui. Et souvent, je vois des gens qui disent, mais ça, c'est quelque chose, soit on l'a naturellement, est-ce qu'on peut vraiment le développer? Il y a plein de questions qu'on se pose. Est-ce que vous avez testé des choses et vu des choses? Ah, moi, je suis complètement convaincue qu'il y a plein de choses qui s'apprennent. Après, il faut avoir envie. C'est sûr, il y en a qui n'ont pas envie. Donc, par exemple, si je prends un exemple, le management, je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça. Et ça fait aussi partie de notre travail collectivement de pas survaloriser cette voie de manager. Je sais pas si c'est un problème français. Moi, j'ai surtout vu ça dans des boîtes françaises, mais peut-être qu'on n'est pas les seuls à avoir ce problème. Voilà, il y a des personnes qui sont pas aujourd'hui en posture managériale, qui ont un impact sur Doctolib aussi important, peut-être même plus que quelqu'un qui manage. Donc, déjà, je pense qu'il faut avoir, je prends cet exemple-là, quelqu'un qui voudrait progresser en management, il a besoin d'avoir des ressources, des techniques, d'apprendre. Encore faut-il qu'il ait envie et que ce soit ça son talent ou son appétence particulière. Mais je pense que si on a envie, c'est pas tiens, bah, tu l'as déjà, donc vas-y. Bien sûr, je suis complètement persuadée comme toi qu'il faut pouvoir avoir accès à des ressources. À titre personnel, par exemple, moi, le fait de connaître la communication non violente, ça m'a beaucoup appris Mmh. à mettre des mots dans ma bouche que j'aurais peut-être pas osé prononcer par peur de blesser quelqu'un et qui Bien aujourd'hui sûr. sont devenus un automatisme. Mais c'était pas du tout automatique le jour où j'ai appris. J'ai vraiment, c'était C'est comme pas une nouvelle évident, hein? langue avec quelqu'un qui me faisait du feedback en disant non, c'est pas exactement ça le mot. Oui, mais là je fais ma façon. Non, non. Et ça de le faire vraiment by the book. Et en fait, bah, c'est super parce qu'aujourd'hui je me sens beaucoup plus à même de faire du feedback à des gens qui m'ont rien demandé, quel que soit le niveau hiérarchique, qu'ils soient dans mon département ou pas. Et d'ailleurs, ça peut être un feedback positif. J'en fais au moins 2 fois plus ou 3 fois plus que des feedbacks pour s'améliorer. Et ouais, c'est devenu complètement un automatisme. Et je pense que ça Mmh. s'apprend vraiment. Et est-ce que du coup, cette compétence-là, vous le faites avec un accompagnement de coach ou c'est justement, des cours sur certaines méthodologies comme, la communication non violente? Comment ça se passe? Bah, pour moi, la communication non violente, là, on l'a du coup reliée à la compétence coaching. D'accord. Pour moi, la communication non violente, c'est pas tellement une compétence, c'est plus, enfin, ça pourrait, mais en tout cas, je l'appelle pas comme ça dans le catalogue de formation. C'est plus une des façons d'acquérir cette compétence de coaching. Oui. Euh, c'est une façon de savoir faire du feedback, par exemple.
ou de privilégier un environnement de confiance. Mais c'est pas le seul. Et c'est un des moyens qu'on met à disposition des Doctolib, mais il y en a aussi d'autres. Très bien. Et Marie, tout à l'heure, tu parlais des KPIs de Doctolib dans le NPS, etc. Et j'adore poser cette question parce qu'il y a souvent des méthodes très, très différentes d'une entreprise à l'autre. Donc, est-ce que les KPIs de l'entreprise, c'est aussi tes KPIs et de ton équipe, ou est-ce que tu as des KPIs très spécifiques que tu suis tous les mois ou toutes les semaines? Écoute, j'aime beaucoup les KPI, donc merci pour cette question. Pour moi, ça doit être comme des poupées russes, les KPI. C'est-à-dire que oui, il y a des KPI que le COMEX ne voit pas, qui sont relatifs à mon équipe, mais qui sont un drill down de quelque chose qui doit finalement, une fois agrégé, être un KPI de niveau 1, comme on l'appelle. Si je fais un peu de sémantique, chez Doctolib, on a les KPI de niveau 1 qui doivent rester très peu nombreux et qui restent relativement immuables. Enfin, bien sûr, ils peuvent changer, mais c'est la grande stratégie de l'entreprise. Oui. Voilà. Et ensuite, les KPI de niveau 2, qui sont également vus par le COMEX, mais qui sont des sous-catégories des KPI de niveau 1, etc., jusqu'à 4. Et les KPI de niveau 4 sont vus uniquement par mon équipe. Mais une fois agrégés, ils sont des KPI de niveau 3 ou 2, bien évidemment. Et c'est quoi tes KPI de ton équipe? Tu peux nous partager quelques-uns? En fait, ça va pas du coup t'étonner beaucoup, mais pour moi, le NPS reste... alors bon, probablement on est biaisé, mais je pense que c'est un bon biais. Le NPS reste un peu le KPI roi aussi pour la partie learning. Est-ce que tu recommanderais ce contenu à un ami? Voilà, oui, tout simplement. Bien sûr. Et là où on doit s'améliorer, en toute honnêteté, c'est s'assurer qu'on a un bon reach à chaque fois. Ouais. Dans la pyramide que tu connais peut-être sur les KPI de formation, normalement, on fait le NPS après. Oui. Et nous, c'est vrai qu'on est tellement agile, rapide, plein d'idées, qu'on a parfois des contenus qui sont super bien, mais qui ne sont pas forcément visibles de tout le monde. Et donc vraiment, je dis à mon équipe parfois, attention, je sais que tu veux créer ce contenu en plus ou réfléchir à, ce serait super, mais déjà, il y a ces 3 trucs-là ou 15 trucs-là qui existent déjà. Comment tu peux élargir ton audience et s'assurer qu'on arrive à toucher tout le monde ou tous ceux pour qui c'est pertinent, parce que c'est trop dommage de pas en fait toucher plus de monde avec ce contenu qui est vraiment riche. Bien sûr, oui, mais ça c'est souvent un problème qu'on a avec les formations, que des fois on est dans l'excellence de contenu, etc. Et en fait, on oublie un peu, enfin, sans faire exprès, leverage. Donc, complètement, très intéressant. Et j'ai une autre chose que je voulais partager avec toi. Donc, il y a quelque temps, j'ai lu un article et en le lisant, je pensais à Doctolib, justement, et à votre stratégie de développement RH. Alors, en fait, dans l'article, il parlait des stratégies de développement et il parlait des 3 axes possibles. Donc, je vais te les raconter très rapidement. Donc, premier axe, c'est l'efficacité. Donc, c'est surtout justement dans des cas de scale-up. Donc, on développe des programmes qui marchent rapidement parce qu'on a plein de gens à développer, des collaborateurs qui doivent être opérationnels de suite. Et ce mode-là, donc l'efficacité, c'est presque en mode quoi qu'il en coûte. C'est une expression qu'on utilise souvent ces derniers temps. Donc ça, c'est le premier, l'efficacité. Le deuxième, minimalisme. Donc on se concentre un peu sur l'essentiel. On répond peut-être pas à tous les besoins, mais voilà, c'est un axe typique quand il y a des réductions budgétaires ou où on se rend compte qu'on n'a peut-être pas assez de ressources dans l'entreprise pour tout faire. Et troisième, que j'aime bien aussi, c'est l'adaptation. Donc surtout en période de changement, d'incertitude. Donc on se concentre sur comment on peut adapter toute notre stratégie de développement aux circonstances. Et bien sûr, ça résonne énormément aujourd'hui parce que je connais plein de RH qui me disaient que avant l'arrivée de Covid, ils avaient toute une pipeline de projets sur l'expérience collaborateur, sur réponser les primes, etc. Et quand ils ont pris leur Kanban avec voilà le prochain projet c'est ça et ça, ils ont dû tout décaler et en mettant en priorité par exemple voir comment on s'adapte au Covid, comment on s'assure que les gens peuvent travailler de chez eux, etc., etc. Donc ma question c'est sur quel axe vois-tu Doctolib? Peut-être tous les 3, peut-être un en particulier. Donc si tu peux nous raconter ça un peu. Écoute, quand j'écoute ce que tu dis là, qui est super intéressant, j'ai pas envie de choisir. Ben oui. Donc si tu m'y autorises, je vais te dire qu'on fait les 3. Mais oui, mais je m'en doutais. Vas-y, dis-nous plus. En ce qui concerne l'efficacité, donc tu disais voilà, et on veut des programmes qui marchent, on veut aller vite,
on veut rendre les collaborateurs opérationnels tout de suite. Effectivement, en croissance rapide, vraiment, c'est quelque chose d'obligatoire. La première chose qui me vient à l'esprit pour illustrer ça, c'est l'onboarding. Comme je te disais tout à l'heure, en termes de user experience, pour moi, c'était génial. Et en fait, c'est dans mon scope aujourd'hui de faire en sorte que ce soit la même expérience super positive et rapide pour tous les Doctolib. Oui. Et donc, effectivement, on n'a pas le choix que de faire en sorte que chaque Doctolib se sente complètement à l'aise le plus vite possible. Donc ça passe par un programme de formation, pas seulement les premiers jours, mais les premiers mois de très bon niveau. Tout ce qui peut ne pas être fait par le manager, finalement, qui peut être soit écrit, soit fait par mon équipe, on fait comme ça. Quelles sont les informations dont le Doctolib a besoin tout de suite? Quelles sont les informations dont il a besoin au bout de 2 mois, 3 mois? Comme ça, on séquence dans le temps. Et bien évidemment, des bases de knowledge hyper à jour pour que s'il a une question, il puisse avoir par écrit la réponse super vite. Bien sûr, il peut slacker un ami, mais voilà, je pense que si les choses sont bien documentées et super accessibles, ce qui est le cas chez Docto, l'onboarding sera encore mieux. Et donc ça, comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien les KPI, donc on est en train de le factualiser et de le mesurer pour voir à quelle vitesse les Doctolibers sont complètement proficient. J'ai pas encore les résultats, il faudra que tu me réinvites. Super, avec plaisir. À mon avis, on a, je sais pas, 90% qui se sentent au bout de 2 mois proficient, quoi. C'est excellent. Parce que je pense que les moyennes sont quand même beaucoup plus importantes. Je pense que les moyennes, c'est de 6 mois à 1 an. Après, il faut définir exactement ce qu'on entend par proficient. Bien sûr. Je suis en train de faire un bon mix entre choisir des KPI quanti et avoir quand même des compétences et quelque chose de pérenne dans le temps. Mais en tout cas, ce que les entretiens quali qu'on a menés arrivent à ce chiffre. C'est la perception, en tout cas, des new joiners aujourd'hui, quoi. Très Donc bien. ça, c'est vraiment un must. Oui. Et c'est quelque chose qu'on a fait dès le début de Doctolib, avant mon arrivée. Enfin, je pense que depuis que Doctolib est tout petit, il y a cette Doctolib Academy qui est le socle. On en a entendu parler il y a des années déjà. Oui, c'est vrai. Exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui reste important. Et il faut jamais s'endormir et toujours être en position d'amélioration continue pour être à la page de ce dont les new joiners ont besoin. Et puis, tiens, puisqu'on parle d'amélioration continue, du coup, j'en passe à ton troisième point qui est l'adaptation. Oui. Effectivement, on doit s'adapter tout le temps. Et une des façons de bien s'adapter, je pense, c'est être à l'écoute du user. Donc là, je disais, les new joiners nous disent ce qu'ils veulent. C'est pareil pour tous les programmes de formation au-delà de l'onboarding. Finalement, les écouter et savoir anticiper leurs besoins, ça nous permet d'être complètement à l'heure. Parce que finalement, on va moins vite en tant qu'équipe de formation. Si je prends le temps de produire une formation, je sais pas si tu en as déjà produit toi-même, mais pour moi, je pense que c'est 2 ou 3 mois une formation à produire en interne. Donc, si on prend pas de l'avance en essayant d'anticiper ce dont les Doctolib auront besoin, on est tout le temps en retard. Donc, le sujet, c'est bien les écouter, passer son temps, en fait, à récupérer leur feedback. On a une communauté au-delà de mon équipe. Je disais qu'il y avait 25 personnes. Il y a aussi des learning referents, comme on les appelle, qui sont nos correspondants learning au sein des entités, parfois à temps complet, et qui, en fait, sont là pour vraiment représenter la voix du client et nous représenter en tant qu'équipe learning au sein du département. Donc, ils parlent la même langue que le département. Donc, si c'est des sales, ils connaissent les KPI, le quotidien, ils savent le nombre de calls, le nombre de rendez-vous, l'utilisation de Salesforce, la réponse aux objections du client, mais aussi les docto-compétences appliquées aux sales. Donc ça permet d'être tout le temps en avance, en tout cas d'essayer de l'être. Et tu parlais tout à l'heure d'incertitude, effectivement, quand on s'est rendu compte qu'on allait être hyper instrumental dans le lancement de la vaccination, tu t'imagines bien que dans les coulisses, voilà, c'est un énorme changement. Oui. Et ça fait partie des choses que je trouve incroyables chez Docto, c'est cette agilité. Donc cette capacité de se réinventer en permanence, super vite, grâce à un plan à la fois ambitieux et clair, mais qu'on est prêt à refaire. Mais refaire, ça veut pas dire qu'on n'a pas de plan, c'est juste on refait le plan. Bien sûr, il va être nouveau, il va être différent. Et sur le minimalisme? Alors sur le minimalisme, se concentrer à l'essentiel, ça me parle beaucoup cette image, parce que quand je suis arrivée chez Docto, et c'est encore le cas aujourd'hui, j'avais l'impression un peu d'être un enfant dans un magasin de jouets. Je voyais tous les trucs que je voulais développer, et évidemment, il faut choisir. Et ça fait partie de mon rôle, je pense, de se dire, OK, on va pas pouvoir tout acheter. Dans quel ordre on achète? Et qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'on choisit? Ça veut pas dire que tout n'est pas bien, mais il faut qu'on choisisse nos combats. Donc là, pour moi, c'est pas en raison de réduction budgétaire, mais plus parce que les ressources ne sont pas infinies. Les ressources de mon équipe, le budget et le temps, tout simplement.
Donc finalement, on choisit un peu nos combats. Si je te donne un exemple, on a une offre de formation spécifique pour les managers aujourd'hui chez Doctolib. Pourquoi ? Parce que on pense que ça nous permet de scaler tout bêtement. Un manager qui fait bien son travail, c'est derrière 5 fois plus de Doctolibers qui sont contents. C'est vrai, c'est vrai. Et ça vous enlève plein de problèmes potentiels, donc c'est génial. Exactement. Et pour le dire positivement, ou dans l'autre sens, un manager qui sait pas gérer son stress ou qui sait pas être clair dans ce qu'il veut, ça crée énormément de badwill pour 5 fois plus de monde. Donc, on pense que c'est très, très important d'avoir des managers qui sont super forts et on a des ressources dédiées pour eux qui sont du meilleur niveau possible et qui sont vraiment nombreuses avec un programme dédié. À la fois un programme d'onboarding pour ceux qui sont promus ou qui viennent de l'extérieur en étant déjà en position de management et aussi évidemment en learning continu. Et tu parlais d'ailleurs tout à l'heure de formation, je te disais on a de l'externe et de l'interne, mais je t'ai pas trop parlé du peer learning. On a un programme qui s'appelle les M-Squads, M pour manager, où en fait des petits groupes de 7 ou 8 managers se rencontrent chaque mois. C'est sur la base du volontariat, mais c'est quelque chose qui est très très apprécié des Doctolibers, avec un captain généralement un peu plus senior que les autres, qui facilite ce groupe. Et donc, c'est vraiment de la self-facilitation qui est très codifiée, qu'on encadre plus par les méthodes que par le contenu. Parce que finalement, le contenu reste complètement anonyme et ça fait partie des conditions sine qua non de pouvoir vraiment se raconter, j'allais dire, même quand on en a gros sur la patate. Et donc, finalement, ça aussi, pour moi, c'est du learning. C'est du peer learning, en fait. Oui, et de l'entraide. Voilà, exactement. Et je pense qu'on apprend beaucoup en tant que manager dans ce genre de forum. Avec des pairs, en fait, des peers. Mais c'est super parce que ça veut dire que, tu vois, on a commencé à parler de minimalisme, on est passé un peu à la priorisation. Et c'est bien parce que dans la priorisation, on sent que chez Doctolib, en fait, c'est des valeurs humaines. C'est ça qui est le plus important. C'est voilà le manager pour que les équipes se sentent bien, etc. Et c'est un super tips, je pense, pour tout le monde. C'est génial. Et Marie, une question, je pense, importante pour tous les responsables de développement RH qui peuvent nous écouter. Pour toi, c'est quoi les pièges à éviter quand on travaille sur le sujet de learning and development? Travailler dans son coin. C'est vrai. C'est tellement vrai. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier écueil. Le deuxième, alors c'est peut-être spécifique à Doctolib, mais un des efforts que je suis obligée de faire ou que je force mon équipe à faire, parce que c'est pas forcément naturel, c'est vraiment penser scale. À chaque fois qu'on produit quelque chose, que ce soit utile pour un plus grand nombre, que ce soit réutilisable, partageable. Oui. Voilà, exactement. Super, très très bon tips. Merci beaucoup Marie. Alors ce podcast s'appelle RH de demain et j'aime bien nous projeter un peu dans l'avenir. Alors pour toi, c'est quoi l'avenir du développement RH? Un avenir qui te donne envie, qui te motive pour les années à venir? Écoute, pour moi, j'ai l'impression que je suis déjà dans l'avenir. Dans ton magasin de jouets. Je suis dans mon magasin de jouets et je suis vraiment très 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 heureuse de ça. Pour moi, l'avenir du développement RH, c'est tout bonnement d'être considéré comme un enjeu vraiment stratégique et business pour n'importe quelle entreprise de n'importe quelle taille. Et chez Doctolib, c'est le cas. On a 2 missions depuis le début qui sont améliorer le quotidien des professionnels de santé et des patients. Et deuxièmement, construire une équipe d'entrepreneurs avec des valeurs humanistes. Je crois que tu as utilisé ce terme tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN de Docto depuis toujours. Et pour moi, ça devrait être le cas partout, de se dire finalement, le développement RH, si on n'a pas des people qui sont engagés, des personnes qui sont motivées, qui ont envie de progresser dans leur travail, de donner le meilleur d'eux-mêmes, d'être attachés à la boîte, mais on n'est personne. Donc pour moi, c'est complètement stratégique. Et ça fait partie du business que d'être sur des sujets de développement RH. Ah, c'est une superbe conclusion. Merci beaucoup, Marie. Donc, c'est la fin de ce podcast. Et Marie, je voudrais souhaiter à tous les Doctolibers beaucoup de courage pour les mois à venir, avec la belle mission que vous soutenez de vaccination de notre beau pays. Donc, on croise les doigts pour vous. Bon courage et encore merci beaucoup pour ton temps. Merci, Paulina, de m'avoir invitée.